Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lisa se livre. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est la vidéo trimestrielle des points lecture de livres d'histoire. Histoire avec un grand H, le truc qui peut vous assommer en 2 minutes chrono, hein, si vous n'aimez pas ça. Alors, si vous commencez cette vidéo et que l'histoire et vous, ça fait 19, je ne sais pas quoi vous dire, hein, peut-être d'aller boire un thé, un café, enfin un truc. Si vous n'aimez pas trop mal l'histoire, vous dites oh tiens qu'est-ce qu'elle lit Lisa, bah va rester, hein, et puis peut-être qu'en milieu de vidéo je vais vous retrouver, voilà, mais bon c'est pas grave, vous inquiétez pas, à la fin je ferai pour réveiller ceux qui sont endormis au fond de la classe. Et puis bah, pour les autres, ceux qui ont l'habitude de mes points histoire, j'en connais, qui m'ont envoyé par exemple un mail il y a 2 semaines en me disant mais les points histoire, tu les fais plus, comment on fait maintenant? Bah, ils sont trimestriels. Voilà, donc c'est celui de novembre, donc du dernier trimestre 2020. Vous comptez, hein, il y en aura un en février, un en mai. Je crois que je vais faire un juillet-août, histoire que les 2 mois, là, généralement c'est l'été. Voilà, il y a autre chose quelquefois, si on a une rentrée littéraire cette année qui... Vous voyez, on a espoir, hein, on ne sait jamais. Voilà, et puis il y en aura un en octobre ou novembre de l'année prochaine. Voilà, l'année prochaine. Voilà. Oui, on est bien plombé. Alors, je commence d'entrée de jeu pour vous dire que j'espère que vous allez tous bien, que bah, vous supportez plus ou moins bien ce qui se passe. Moi, perso, je bosse, hein, et pas à la maison, donc ça ne change pas des masses. Mais bon, bah, de toute façon, on n'a pas le choix, hein, voilà, à part que quelques imbéciles toujours dans les transports en commun. Mais là, c'est des fossés, on ne pourra pas la changer. Hein. Alors, le point, parce qu'on va commencer tout de suite. Ah oui, alors, vu que c'est le confinement et qu'ils ne peuvent pas sortir dans la théorie plus d'1 heure par jour, je me tape la marathonienne. Elle s'entraîne, elle veut faire le Marseille Cassis pour l'année prochaine, donc elle s'entraîne, elle est en intensif. Hein. Voilà. Donc le point lecture, il y a 6 bouquins. La fille qui se rappelle même plus ce qu'elle doit faire. Ouais, bah, alors, pour ma... Oui, j'ai toujours mes... Ça, c'est... Voilà. Pour mes petites excuses et le fait que, outre le fait qu'elle me tape sur le système, la bête, j'ai lu certains quand même au mois d'août. Vous voyez, donc, ouais, les vieux, c'est plus que c'était. Oh punaise, ça commence bien. C'est censé être un point d'histoire vachement sérieux et en fait ça part en live. Alors voilà, ça fait 6, hein, vous comptez bien, voilà. Il y en a 3 qui sont sur une de mes périodes préférées, 2 sur ma deuxième période préférée, un seul sur ma troisième. Alors, je vais faire par ordre de lecture, si vous le voulez bien, parce que je vais avoir du mal sur les 2 premiers, parce que je les ai lus il y a pas si longtemps. Hein. Mais il y a eu des événements, entre-temps, perso, qui ont été un peu difficiles, pour ne pas dire très, et je dois avouer que mon cerveau a fait un espèce de reset pour certaines choses. Voilà, l'unité centrale de temps en temps se met en mode survie, et quand elle se met en mode survie, c'est un peu compliqué pour récupérer les données, elle n'est pas prêteuse. Voilà. Donc j'espère que je vais me souvenir de tout. Alors, premier livre, non ça je me souviens. Premier livre, c'est donc, je vous le mets en gros plan. Ah oui, alors on a une lumière, comment dire, je sais pas quoi dire. C'est une lumière de novembre, mais qui est assez particulière parce que c'est une espèce de ciel. Alors on a un ciel laiteux, c'est pas des brumes de mer. Je sais pas ce que c'est exactement. C'est un truc quoi. Qui fait un ciel très lumineux mais très très blanc. Donc en fait j'ai l'impression d'être jaune d'un côté et blanche de l'autre. Ce qui est assez désagréable. J'ai essayé de jouer sur la lumière mais malgré ça j'y arrive pas. Donc, voilà. Donc ça s'appelle De Wagner à Hitler, portrait en miroir d'une histoire allemande, donc de Fanny Chassin-Pichon chez Passé Composé. Ils vont finir par devenir les concurrents de Perrin pour moi, hein, parce que j'en vois passer plein qui me plaisent. Ça va être terrible. Alors, comme l'indique le titre, hein, c'est une histoire miroir. En fait, Fanny Chassin-Pichon a pris le parti de croiser dans ce livre-là comment dire, le parcours
de Richard Wagner et de Adolf Hitler, qui était un de ses, on va dire, grands admirateurs, voire fan, je dirais même, fanatique, qui est quand même un mot qui sied mieux à Hitler, hein, fanatique. Voilà. Et elle va montrer que dans chaque période de la vie de Wagner, il y a quasiment des choses qui ont inspiré Hitler à bon escient en tous les cas, et surtout que ça a eu une énorme influence sur l'idéologie nazie, sur tout le folklore et toute l'iconographie, la culture visuelle et auditive du régime, sachant qu'en sus, il y avait quand même aussi des propos de Wagner. Alors, voilà, alors je vais te dire tout de suite, je suis une grande fan de Richard Wagner. Alors, il y en a certains qui sont en train de se dire « Ah, mais parce qu'elle a mis Hitler !» Non, ça n'a rien à voir. J'aime sa musique. Je ne vais pas trop blairer le personnage, en gros, mais la musique, musique. Voilà. Donc, je ne fais jamais d'amalgame entre l'homme et l'artiste, même si je sais que c'est très à la mode de le faire et de vilipender les gens qui sont bons dans leur domaine, mais qui sont des ordures en dehors. Et voilà, donc j'aime beaucoup la musique de Wagner. J'ai été très sensible à ce livre-là parce que je n'ai pas lu les œuvres complètes de Wagner, hein, mais j'avais lu des extraits il y a... Voilà. Oh là là. Et j'avais lu certains propos antisémites qu'il ne se cachait pas d'avoir et d'écrire, et que je trouve que dans ce livre en plus, donc elle l'explique en plus, je trouvais que dans ce livre, elle explique bien, alors ce terme, Sonderweg, je ne sais pas comment on prononce, mais bref, c'est cette idée d'inégalité des hommes et ce sentiment de valeur, d'appartenance à un territoire. C'est une espèce d'idéologie, je ne sais pas si c'est très ancré dans la culture de la société allemande sur un siècle, à peu près entre 1850 et 1950, à peu près. Hein. Et je trouve que le livre de Fanny Chassin-Pichon, justement, pointe ça, outre le parallèle et le portrait en miroir des deux personnages. Elle invite à la réflexion de tout ça, c'est-à-dire qu'elle... il y a quand même, enfin, je ne sais pas si vous avez vu certaines choses, j'ai relu, non, j'ai pas relu, j'ai revu un reportage sur Leni Riefenstahl, qui était la cinéaste que l'on connaît, qui avait, on va dire, mis en lumière et mis au cinéma la grandiloquence et le grandiose de certaines cérémonies sous le régime hitlérien. Et tout ce visuel, cette culture visuelle, tout ce programme qui a été mis en route, avec évidemment cette référence à Wagner. Moi, je trouve que ce livre est très important. Alors, je signale le chapitre 6. Donc, je le lis parce que voilà, qui s'appelle Terrible partition. Voilà, voilà. Alors, comment vous dire ça? Alors, si vous ne connaissez pas l'idéologie nazie, ça va vous foutre un peu les poils sur les bras, voire vous foutre les frissons. Alors, moi, je connais assez bien quand même, depuis le temps, mais ça n'empêche que, voilà, plusieurs fois, je me faisais. Vous savez, les chiens à l'arrière de la voiture, je me faisais. Voilà, donc c'est un très très bon livre, vraiment intelligent, intéressant, intelligent, qui peut servir de base à ceux qui veulent commencer à comprendre aussi les rouages de cette période assez sombre, si vous n'y connaissez rien. D'ailleurs, voilà, ceux qui sont fond de la classe et qui ne voient rien, là, qui se disent « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter l'autre ?» Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sans vous plonger sur les parpaings, là, c'est une bonne idée. Moi, je trouve que franchement,
tout ce côté nauséabond vous saute à la gorge et vous fait penser qu'on pourrait revenir à cette période. Vous voyez, il y a des petites réminiscences. Ça arrive. Quelquefois, il y a des propos comme ça qui vous disent Voilà, donc Fanny Chassin-Pichon, de Wagner à Hitler, portrait en miroir dans une histoire allemande, ou d'une histoire allemande, peut-être ça. Oh, je sais pas, c'est composé. Je vous dis, je vais finir par prêter allégeance à passer composé, sachant que ce qui est là, c'est une affiche de propagande allemande des années 30 qui montrait Adolf Hitler en Parsifal. Je ne sais pas si vous connaissez Parsifal, mais oui, oui. La Maboule, oui, je connais. Oui, je suis, oui, bon, j'aime bien. Alors, dans la logique, alors, en fait, j'ai lu ces deux-là. En fait, je ne les ai pas lus à la suite. Alors, je les montre à la tranche et je les montre comme ça. Et voilà, oui. J'ai lu celui-ci en premier, donc je vais vous en parler en premier. J'ai lu celui-ci parce que je l'avais vu il y a 10 ans. Ça date, hein. En brochet, donc chez Belfond, je crois. Oh là là, je vais éviter de dire des bêtises. Donc voilà, je l'avais vu en librairie. J'avais voulu l'acheter parce que j'étais médecin dans les tranchées. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la date, mais regardez les dates auxquelles il a participé à la Première Guerre mondiale, ce fameux Louis Maufray. Donc, août 14, hein, voilà. Juillet 19. Et c'est quand même un des rares reportages écrits, en tous les cas, visuel aussi, enfin, bref, où c'est vraiment un médecin qui parle des tranchées. La plupart du temps, c'est quand même des soldats, des militaires, ça peut être enfin, des réservistes, des gens qui étaient là, malheureusement des personnes qui étaient dans le coin et qui ont subi aussi. Mais c'est assez rare, enfin en tous les cas, moi je n'avais pas lu beaucoup des témoignages de médecins. Et alors lui est resté de août 14, donc en septembre 19, alors pas que ça a fini en 19, voilà. Enfin il s'est passé autre chose après, je vous rappelais ça. Non, on a fêté le centenaire de la Grande Guerre, donc théoriquement vous devriez encore avoir les dates. Et en fait, il va nous retracer ce qu'il a subi avec les différents régiments. Il n'a pas fait les 10 000, hein, mais il a participé à toutes les grosses batailles. Alors, je vous cite parce que franchement, Argonne, Chemin des Dames, Verdun, en gros, la Marne. Voilà. Donc, c'est quand même. Alors, il a la particularité, il faut que je vous montre. Je sais que je l'ai déjà montré, je le ferai vite parce que je sais que je vous l'ai déjà montré dans un point lecture. Mais c'est quand même quelqu'un qui avait un appareil photo, ce qui ne était assez rare parce que généralement, enfin, on connaît les militaires, surtout dans la période de guerre, moins on en dit et mieux on se porte. Hein, donc, il verrouillait quand même beaucoup la com. Il n'y avait pas aussi beaucoup de gens qui avaient les moyens de se payer un appareil photo. Aussi, mais bon, lui, il pouvait. Et en fait, il avait un appareil photo et il a pris des photos sur le vif de ses camarades, des endroits, des lieux, des caches, des tranchées. Il y en a une qui est assez terrifiante d'ailleurs, de corps déchiquetés devant lui. Il explique tout. En fait, c'est un journal de bord d'un médecin qui s'est retrouvé dans les tranchées, au milieu de l'horreur, parmi l'horreur, qui n'a jamais lâché les hommes, qui s'est retrouvé sans matériel, avec 2 bouts de ficelle, qui essayait de sauver ce qu'il pouvait au milieu des obus qui lui tombaient dessus, de la trouille, des rats, de la faim, de la peur, de la folie de certains qui sont malheureusement devenus fous par les obus qui tombaient toutes les 2 secondes chrono. Moi, je trouve que c'est un très beau témoignage. Alors, il a été extrait par la petite fille donc, de Louis Maufray, c'est Martine Veillet, qui a retrouvé en fait les archives sonores parce que son grand-père avait un journal, a tenu des carnets Moleskine, je crois, en tous les cas des carnets. Et à la fin de sa vie, cet homme a décidé de reprendre ses carnets et d'enregistrer à partir de ses notes très détaillées visiblement de fait sa vie. Et elle a fait une transcription mot à mot
ce que son grand-père disait, en citant tous les hommes. Elle a fait des recherches pour savoir si c'était effectif, hein, si les hommes qu'elle citait étaient bien dans cette compagnie-là, parce que quand on fait ce genre de truc, il vaut quand même mieux s'appuyer sur la véracité. Donc elle a fouillé, elle le dit, dans les journaux de bord des unités, dans les journaux de marche des régiments, etc. Donc elle a fait un boulot assez important. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce que je me suis attachée à cet étudiant en médecine qui ne peut pas passer le concours d'internat parce que la guerre éclate, mais qui va aller au plus proche et qui en plus se tape la grippe espagnole derrière, quoi. Voilà. Oui, parce que après une catastrophe, il y en a une deuxième. Et franchement, c'est un très très beau témoignage. J'ai beaucoup apprécié et du coup, j'ai acheté le deuxième. Alors c'est pas un deuxième, c'est pas une suite, mais c'est on va dire, c'est les conséquences de son premier. C'est-à-dire, quand elle a sorti le premier, elle citait, enfin Louis, son grand-père, citait des hommes qui avaient partagé sa misère et quelquefois ses rires et ses sourires et ses petits spectacles dans les tranchées pour essayer de tenir le coup. Et il y a les descendants de ces gens-là l'ont contacté et lui ont ouvert les archives personnelles de leur famille en leur donnant des photos, en leur donnant des journaux, en lui ouvrant les lettres, etc. Et elle en a tiré, cette fois-ci à son nom, Martine Veillé. Donc, ils étaient camarades de tranchée. Et bon, elle écrit sur les traces, hein, bien sûr, de son grand-père, donc de Louis Mauffray. Et cette fois-ci, c'est un regard, on va dire, croisé entre les hommes, les amis et les copains et les camarades de Louis et Louis. Voilà. Et elle va détailler, pareil, par front, donc l'Argonne, etc., ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Et elle va détailler on va dire, le parcours de ces hommes quand elle a pu le retrouver. Et c'est très touchant parce que cette fois-ci, elle s'attaque à des gens qui ont gardé une trace dans leur vie de ce médecin. Alors qu'ils n'étaient pas des amis, hein, ils ne se sont peut-être jamais revus après, mais dans leurs lettres, dans leurs mémoires, en tous les cas, ou tout du moins les petites mémoires qu'ils ont fait peut-être sur des bouts de papier comme ça, Louis Mauffray était resté dans leur tête. Voilà. Donc, c'est ça. Et moi, je voulais juste vous montrer celle-là de photo. Parce que vous voyez, en fait, il y a une photo de groupe, je ne sais pas si vous la voyez bien, qui est annoté par Louis Mauffray où il détaille qui est vivant au moment où il prend la photo. Hein. Enfin, en 18, il avait pris cette photo, donc visiblement en 15. Et en fait, après, il détaille les personnes qui sont décédées, ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là. Et franchement, c'est, comment dire, c'est émouvant parce que vous savez que ces gens-là ne sont plus et après on détaille leur vie. Voilà. Donc moi je suis très, vous savez que je suis très devoir de mémoire et très outre la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale, mais Grande Guerre, sûrement à cause de Louis Gendreau moi-même. Donc Louis Mauffray et non pas Gendreau, mais en tous les cas il m'a fait penser bien à lui parce que c'est tout à fait le genre de personnage qui aurait fait ce genre de choses. Ils étaient camarades de tranchée. Si vous aimez les témoignages de la Grande Guerre et que vous voulez des témoignages assez forts, assez denses et qui sont, comment dire, fouillés, mais pas en étant trop, voyez, trop bourratif pour des gens qui juste veulent des témoignages. C'est vraiment des témoignages. Donc, ces deux-là, j'étais médecin dans les tranchées et ils étaient camarades de tranchée. Honnêtement, voilà, il s'est passé je ne sais pas combien de temps entre les deux, mais elle a fait un travail formidable et franchement, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé son travail sur son grand-père. Les deux sont chez Pocket, hein, je le reste. Alors, on se d'une guerre à l'autre. Vous allez vous dire, ça y est, alors ceux qui sont là, ils se disent, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Bref, c'est pas grave. Hein. Autre livre, le très attendu, La loi du sang, penser, agir en Asie, super, de Johan Chapoutot chez Gallimard. Alors, je vais vous lire une phrase que j'ai relevée dans ce bouquin, qui n'est pas... Alors, je vous montre parce que... Vous voyez la taille des caractères, là. Voilà, voilà. Non, mais voilà. Alors, je ne sais pas, je ne me rappelle plus combien il y a de pages, mais il doit y avoir dans les 500... Hors les notes, hein, il y a 500 pages. Et parce qu'après, il y a glossaire et les notes. L'histoire. Mais c'est dense,
c'est assez dense, hein, on va dire. Alors, j'ai relevé une phrase, je l'ai mis sur un post-it. Oui, le post-it. Ah, il est là. Alors, ces gens qui n'étaient pas fous ne considéraient pas leurs actes comme des crimes, mais comme une tâche. Je ne vous cite pas le mot allemand parce que je suis incapable de le prononcer. Une tâche certes pénible, mais nécessaire. Voilà, donc une fois que je vous ai dit ça, comment voulez-vous que je résume ça? Alors en fait, c'est un ouvrage dense, très dense, très intéressant, richement documenté. La phrase à elle-même, je pense, résume assez bien les propos qui sont tenus dans ce livre. Je trouve que c'est un excellent travail de recherche qui peut être glaçant par moments, ça c'est indéniable, qui explique les mécanismes de pensée, de vision du monde, notamment cette vision assez structurée de l'idéologie nazie qui a réussi à séduire des esprits assez ouverts, des esprits éclairés. Je le dis à chaque fois, n'allez pas penser que les personnes qui suivaient et qui ont été, on va dire, à la base de la montée du parti nazi étaient des crétins. Voilà. C'était très souvent des universitaires, très souvent des gens qui avaient beaucoup d'éducation. Franchement, et c'est assez glaçant de savoir que de toute façon, quand vous avez une idéologie commune de penseurs qui se mettent en état de marche, par exemple, on peut citer, je sais que Heidegger faisait partie de ces illustres penseurs qui croyaient à la doctrine nazie, ou en tous les cas croyaient à une certaine partie de la doctrine et qui ont ouvert la brèche. Parce que le commun des mortels, comme Bibi par exemple, si demain vous avez un philosophe ou quelqu'un que vous admirez qui est une sommité, pas, qui est vraiment reconnu comme étant une sommité de l'intelligentsia, on va dire, que ce soit voilà, en l'occurrence littéraire, philosophique, vous êtes quand même plus enclin à croire et à penser et à écouter ce qu'il a à dire et à peut-être faire un espèce d'assimilation comme un bourrage de crâne qui vous ferait, plutôt que si c'est le dernier, sans être péjoratif, chanteur à la mode qui va être oublié dans 2 jours et qui a fait un seul hit dans sa vie avec 3 paroles complètement crétines. Voilà. On semble la vie. Voilà. Donc, c'est un livre qui est justement qui explique à travers il y a des correspondances, il faudrait que je vous le retrouve. Il y a des correspondances, il y a des morceaux de journaux, etc. Qui, je ne le retrouve jamais. Vous allez voir que je vais le retrouver. Qui expliquait tout, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a même une définition du droit par rapport aux nationaux socialistes. Voilà. Donc c'est vraiment un travail très fouillé. Il y avait, il y avait des phrases clés, notamment par exemple on dit à chacun son dû, qui était, si je ne m'abuse, à Buchenwald. Donc c'était quand même il y avait des choses comme ça qui arrivaient, qui s'appuyaient sur des croyances, des on-dit, comme je disais tout à l'heure sur Wagner, sur des propos de personnes qui étaient à la pointe, ou du moins très écoutées, qui ont été capables d'envahir l'esprit, qui ont été capables de capturer, pas les plus faibles, hein, mais d'avoir justement une idéologie suffisamment fine, même si c'est bourrin, mais suffisamment fine et étayée pour que certaines personnes se mettent à réfléchir si véritablement ce n'est pas. Après, culturellement, effectivement, il y a cette loi du territoire, du sang, etc., de race, je sais que c'est, paraît-il, un gros mot maintenant, mais c'est ça, qui était assez ancré dans la mentalité de l'époque
je le redis encore une fois, autre disclaimer comme certains le font, je rappelle que vous ne devez pas juger l'histoire par rapport à ce que vous savez maintenant, aujourd'hui, tout de suite, de ce qui s'est passé, mais par rapport à ce qui se passait à ce moment-là, sans mettre vos acquis et le futur dans la balance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire « Oh, mais là, moi, j'aurais jamais été nazi ». Vous n'en savez absolument rien. Voilà. Parce que personne en 1933 savait ce qui allait se passer pendant la Seconde Guerre mondiale. Personne n'était capable d'imaginer un seul instant, et je pense que même les penseurs n'ont pas imaginé ce qui allait être mis en route et la barbarie qui allait se passer dans tous les coins. Voilà. Donc c'est très compliqué. Ça aide aussi ce genre de livre, donc La loi du sang, penser et agir en Asie, à donner une autre visu du caractère, on va dire, du formatage de la pensée, de cette espèce de rouleau compresseur qu'ils se sont fait dans la tronche. Voilà. Après, il y en a certains qui l'ont pris volontairement, hein, ça c'est chacun ses goûts. Mais voilà. C'est un très très bon bouquin, Joanne Chapoutot. Je sais que je l'avais déjà lu, je vous en avais parlé. Moi, j'aime beaucoup, en fait, sa façon de faire aussi. Alors, ça peut paraître très compliqué, ça peut être très difficile à lire pour des gens qui ne sont pas intéressés par la période et qui connaissent pas. Honnêtement, n'allez pas vous aventurer sur un bouquin comme ça si vous connaissez rien, parce que là personnellement, dès les 50 premières pages, vous tombez la tête contre le livre et vous le jetez contre le mur, ou il va vous servir de quelle porte. Hein, donc, voilà. Mais par contre, si vous connaissez la période, si ça vous intéresse, si vraiment vous connaissez la période et que vous voulez vraiment en savoir un peu plus, voilà. Bon, après, je vous signale que c'est quand même un professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne. Enfin, oui, quand je parle de... Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'ordre chronologique des lectures, je ne peux pas, parce qu'en fait, j'ai lu les deux. Donc, on va continuer dans la Seconde Guerre mondiale. Hein. On va finir par l'autre, la dernière période que j'aime, pour être plus léger. Parce que là, ça va aller vite, hein, je vous préviens. Ça s'appelle La ligne de démarcation en Dordogne, passage clandestin, résistance et répression 40-43 de Patrice Rolly. Donc, c'est aux éditions Histoire en partage. Alors, c'est un bouquin qui fait 260 des poussières pages. Il y a à peu près 200 photos qui résument en fait tout ce qui s'est passé autour de la ligne de démarcation qui a coupé sur la partie ouest, bordure ouest de la Dordogne, justement, certains villages, dont le mien. Voilà. Enfin, le mien, il ne coupait pas au milieu, mais en fait, ça suivait une rivière qui s'appelle la Sauvanie. Et donc, nous, on était en partie occupés. Et le village qui a 2 km 500 était en partie en zone libre. C'était la Sauvanie et les maisons qui étaient en bordure. En tous les cas, il y en a eu même une qui était au milieu. Voilà, qui servait d'ailleurs de garde frontière, barrière pour les douaniers après. Et un fameux maison qui s'appelle la Moulin du Chat, qui a vu quelques personnes passer avec la complicité du monsieur qui était le propriétaire, que j'ai connu. Oui, mon grand-père le connaissait. Et que j'ai gambadé dans cet endroit, je vous le dis moi. En plus, c'était un nid à poisson qui était assez sympa. Bon, bref, je bifurque. Qui est un super endroit. Moi, j'adore. J'aurais eu les moyens. Il était en vente il n'y a pas longtemps. Si j'avais eu les moyens, j'aurais acheté. C'est un truc qui me plaît, cet endroit. Enfin, bon, bref. Et Patrice Rolly, en fait, détaille par rapport à des témoignages tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont fait, les personnes qui ont essayé de faire passer d'autres personnes, de voir. Alors, il a des photos d'Allemands à la ligne, mais il a aussi des personnes qui ont été honorées, qui ont été mis en lumière pendant la guerre, après la guerre, qui ont été reconnus par les autorités françaises, en tous les cas. Il y a même un moment où il y a une photo de ce fameux endroit dont je vous parle, mais je ne vais pas le retrouver.
Je sais que je l'avais montré à la présentation et je pense que là, je le retrouve ici. Oh, voilà. C'est cette fameuse maison qui s'appelle le Moulin du Chat. Et la personne que vous voyez là de dos, c'est un monsieur qui est un peu, enfin qui était, parce que malheureusement il n'est plus là, qui était un peu comme mon troisième grand-père, Coco, parce que bah, c'est lui qui aussi, avec son frère et mon oncle, euh, m'ont raconté toute cette période-là. Voilà, qui m'ont donné un grand intérêt avec mon grand-père maternel. Les quatre là, les quatre garçons, qu'est-ce qu'ils ont pu me raconter comme truc? Et puis tous les vieux du village, hein, qu'est-ce qu'ils ont pu me raconter? Voilà, donc il m'a fait visiter bah, pour aller voir le propriétaire à l'époque et ils m'ont fait visiter cet endroit. Bon, il y avait un alambic que j'ai goûté. Ouais, vous voyez les souvenirs. Hein. Voilà, donc ça s'appelle la ligne. Je ne sais pas si on le voit bien, parce que c'est un peu compliqué. Voilà, voilà. Non, là c'est mieux. Voilà. La ligne de démarcation de Dordogne. Donc en Dordogne, passage clandestin résistance, répression 40-43. Alors, si vous vous intéressez à la période, moi je vous dirais même si vous vous intéressez vraiment à la Dordogne. Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde. Alors, à part si vous êtes vraiment des fans absolus. Ah oui, voilà, la ligne de démarcation. Mon village, il est là. Vous voyez? Oh, c'est chez moi, c'est maison. Oui, il fallait bien que je prouve quand même. Voilà, si vous aimez la Dordogne, si vous aimez l'histoire, si vous avez une passion pour la ligne de démarcation, c'est un bon livre. En plus, c'est quelqu'un qui est toujours très agréable, très spontané. Et on finit par ma troisième période préférée. Là, ils sont en train de se dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle va nous sortir là? C'est pas la Révolution française, vous le savez, hein, c'est pas ça. C'est ça. Voilà, voilà. Oui, bah, c'est Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on peut. Hein. Donc là, c'est la vie quotidienne au Moyen-Âge. Donc, c'est fait par Justine de France, aux éditions au Nouveau Monde. Oui, je regarde Nouveau Monde, parce qu'à chaque fois, je ne sais pas si c'est mon Nouveau Monde, c'est vieux. Alors, Justine de France, je ne sais pas si vous connaissez. Justine, c'est la prof. Alors, sur YouTube, elle a une chaîne qui vulgarise l'histoire. C'est un prof, hein, c'est un vrai prof d'histoire géo. Qui fait des petites vidéos pour expliquer des choses. Alors, elle a aussi des vidéos pour des femmes qu'elle a appelées les badass, moi j'adore. Mais elle vulgarise beaucoup l'histoire, ce qui est une bonne idée d'ailleurs. Elle explique, c'est très didactique sur Internet. Et quand elle a annoncé qu'elle faisait un livre sur la vie au Moyen-Âge, puisqu'elle a fait une série mais vraiment drôle ici. Et moi, je me suis dit, il faut absolument que je regarde ça. Quoi. Et elle est très décalée, en fait. Mais le livre n'est pas décalé, c'est pas un livre humoristique, hein, c'est vraiment un vrai livre d'histoire. Mais alors, il y a une espèce de fausse enluminure, hein, je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Voilà, il y a une fausse enluminure là sur un haut des pages. Et il y a beaucoup, il y a une très belle iconographie, ça c'est sûr. Elle passe en revue tout, c'est-à-dire l'hygiène, la sécurité, les villes, les champs, la famille, les femmes, la beauté. Il y a même des recettes de beauté. Ça c'est pour les filles. Hein. Voilà. La littérature, qu'est-ce qu'elle fait aussi, la justice, le côté imaginaire avec les bestiaires, etc. Mais, alors, parce que c'est la prof, hein, elle a des têtes de chapitre qui sont qui sont très drôles. Et en plus, alors il y a une bibliographie, bah, comme tous les gens qui aiment ce genre de choses. Voilà, moi j'ai coché plusieurs pages, hein, enfin plusieurs livres. Ça m'a rejoint comment dire, mes listes de Noël jusqu'en 2145, 6, 7, 8, 9, 12. Ouais, 2022. 2222, je pense que je dois avoir suffisamment de livres à acheter jusqu'en 2222. Si je survis jusque-là, j'espère, hein, on verra bien. Et elle a des têtes de chapitre qui sont très drôles. Je vous le dis, mais j'ai un humour con, mais c'est comme ça. Par exemple, quelques siècles d'hygiène, il y a écrit soin du corps et tuto beauté. Vous imaginez même pas le tuto beauté au Moyen-Âge. Beaucoup de bains pour rien, beaucoup de bruit pour rien. J'explique. Non, j'explique pour ceux du fond. Quand vermine rime avec latrine, voilà.
Donc, vous avez Game of Thrones pour le pouvoir des villes. Vous avez la foire au métier pour travailler en ville. Ou alors, quand on arrive en ville, merci Daniel, pour la mixité sociale au Moyen-Âge. Vous voyez, c'est que les chapitres sont très drôles. Moi, j'ai beaucoup aimé Poltergeist. Oui. Mais alors, sous le côté très drôle et décalé qu'elle a sur l'humour qu'elle a sur sa chaîne La Prof, elle a fait ça adapté à la vie quotidienne au Moyen-Âge. Et je peux vous assurer, voilà, je me suis beaucoup marrée hein, en voyant les titres de chapitres, beaucoup moins quand il faut lire, hein, c'est sûr que c'est pas non plus très. Voilà, mais il y a de l'humour. Et ça passe beaucoup. Si vous ne connaissez pas trop cette période-là, si vous ne connaissez pas les bases, etc., franchement, c'est un livre à lire. Moi, je vous le recommande parce que j'ai encore un petit peu appris des trucs. Et ça m'a fait du bien de lire un livre après qui est décalé, drôle, intelligent, mais qui est vrai. Voilà, il n'y a pas de, c'est pas de l'invention, c'est des choses qui sont prouvées historiquement, mais ça fait du bien de lire un livre où vous pouvez glousser en apprenant des trucs. Voilà, c'est rare en histoire. Non, Camelot ne compte pas. Historiquement, c'est pas vrai. On s'en fout. Voilà. Mais là, c'est vrai. Voilà. Donc, merci à Justine de France. Merci à la prof, parce que je la suis toujours sur Internet, mais quand j'ai lu le bouquin, je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Voilà. Donc, ça, c'était le point histoire trimestrielle. Je rassemble les bêtes. Donc, voilà. Bon, ben, je vous les montre comme ça. Ah, ça va faire bien si je fais ça. Je vais tout faire tomber, mais voilà. Vous allez voir que je vais tout faire. Le dernier, parce que c'est la figure, je vais faire tomber ça sur l'ordinateur, parce que je le filme de mon ordinateur, parce que ma caméra ne marche pas. Voilà, donc tout ça, c'était le livre lu. Oh, punaise, mais je me suis bien embrouillée cette fois-ci, non? Ouais, je trouve aussi. Voilà. Ouais, c'est pas énorme, il y en a eu beaucoup plus, quelquefois, des pavasses. Prochain point, histoire, ben, février. Et alors, dans la théorie, en février, vous allez tranquille et naquin. Pourquoi? Deux. En fait, il y en a deux. Parce que j'en ai vu un, je ne sais pas si c'est composé, je le. Non, mais c'est pas normal. Parce qu'en fait, je me suis commandée pour Noël. En fait, c'était mon cadeau de Noël. C'était mon dernier cadeau de Noël. Et je l'avais commandé et je suis allée le récupérer il y a quelques jours avant que ma librairie ferme, même si elle fait du click and collect et je la remercie vraiment de le faire. Je suis allée le récupérer et c'est parpaing. C'est un parpaing. C'est un parpaing. Je crois qu'il fait 1300 pages. C'est la bio de Churchill. Oui, je sais, je suis ma boule, mais je ne sais pas. Donc je pense qu'il n'y aura que celui-là, peut-être le petit de passé composé, mais je ne suis pas sûre. Hein. Donc je pense que février, il n'y en aura qu'un. Bon, c'est pas mal hein, de parler de Churchill pendant un petit moment, ça va vous occuper. Moi aussi, 1300 pages. Voilà, voilà, voilà. C'est pas comme si j'allais m'ennuyer au 31 décembre puisque je suis à la radio pendant 3 heures pour passer le cap. Donc voilà. Bon, bah, c'était les livres lus, quoi. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Bah, il va falloir patienter jusqu'en février. Ouais, en plus, j'essaye d'être drôle, mais c'est même pas ça. Allez, faites attention à vous, surtout. Qu'on se tape pas un troisième confinement en février là, ou en janvier. Parce que là, on est bien parti pour Noël. Donc, si vous voulez, on se fera un Noël en Zoom. Hein. On se met autour de la table, on Zoom avec l'ordinateur au milieu, on se fait des coucous. Parce que je pense que c'est ce qui va nous arriver. Si vous n'arrêtez pas de faire les cons, allez, soyez sages. Faites attention à vous surtout. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que c'est. Je serais tentée de croire que c'est le point lecture de The Black November. Je crois, mais je ne suis pas sûre. Parce que, en fait, je fais plus de plans, donc je tourne ce que j'ai envie et je mets quand j'ai envie. C'est super. À part Book Haul et point lecture, les autres milieux, c'est un peu n'importe quoi. Allez, soyez sages.